Ouais, tu nous prépares quoi, Jean? Des Pacific Ribs, une sauce Fat and Furious et une salade de Wolverine. Dans mes bras. Hola à tous, ici le Fossoyeur et aujourd'hui, incorrigible gredin, il fait chaud. Mais, désaltéré Fossoyeur, où est donc passée ta brave et intrépide pelle, me demanderez-vous? Eh bien, comme chaque année, elle a pris un mois de vacances bien mérité dans la lointaine et exotique contrée de Svalbard, où elle pratique, avec dévotion, la difficile discipline du parapente sur poney. Et oui, l'éloignement temporaire est parfois nécessaire pour entretenir la flamme du désir dans notre collaboration. Tu me manques, Pupus. Le rythme de creusage a donc, comme vous vous en doutez, relativement baissé. Parce qu'à moins de me renforcer les ongles à l'adamantium par des moyens que la décence réprouve, je ne vais pas m'amuser à racler le sol à l'aide de mes mimines pourtant si habituellement efficaces et volontaires. Je vous avoue que j'ai essayé, ça fait bobo sa mère. Aujourd'hui, nous allons donc parler d'un sujet qui affleure à la surface. Quelque chose qui nous concerne tous dans cette moiteur estivale. Moiteur. J'aime bien ce mot. Quand je vous dis été, vous pensez à quoi? La mer. Non. L'océan. Non. La mer. Non. Des grains de sable dans l'urètre. Des gros films bien fat. Victoire, mon bon ami. Les blockbusters de l'été. Ces bons gros films mastodontes dont nous nous gavons avec gourmandise afin de pousser des feulements rauques de plaisir sous la climatisation des salles de cinéma. Alors déjà je dis blockbuster, mais peut-être que ça ne parle pas à tout le monde. Qu'est-ce qu'un blockbuster donc? Demandons plutôt au professeur Bulot. L'explication du professeur Bulot. Aujourd'hui, le blockbuster. C'était l'explication du professeur Bulot. Ok, alors blockbuster signifie littéralement exploseur de quartier. À l'origine, il s'agit d'une terminologie militaire qui désignait des bombes particulièrement puissantes utilisées pendant la Seconde Guerre mondiale. Après avoir été récupéré par le jargon théâtral pour désigner une pièce si populaire qu'elle provoque la faillite des autres salles du quartier, le terme se propagea rapidement dans le milieu du cinéma pour désigner un film à l'ampleur et au succès commercial hors du commun. Il y aura du raton laveur aussi. Le premier blockbuster filmique moderne est souvent identifié comme étant Les Dents de la Mer de Steven Spielberg, sorti en 1975. Lors de sa sortie, il devint quasi instantanément le plus grand succès cinématographique de tous les temps, ce qui était assez inattendu au vu de sa production assez chaotique. Bon, techniquement il y a eu bien entendu d'énormes succès historiques avant ça, comme Ben-Hur, Autant n'emporte le vent, Covadis, Mon cul sur la commode, et j'en passe. Mais Les Dents de la Mer a permis l'apparition de 3 nouveaux aspects dans les blockbusters. D'une part, le blockbuster n'était plus seulement un énorme succès économique pour son studio. Il devenait un phénomène global, décliné sur toutes sortes de supports, comme l'a si bien montré Star Wars et son avalanche de merchandising. À partir du succès ahurissant des Dents de la Mer, l'ère du marketing XXL s'est donc ouverte, et les studios n'ont eu de cesse de vouloir créer de nouveaux films événements à grand renfort de budget bien poilu, et ceci avec plus ou moins de succès. Tu le sens, mon gros coup marketing? Pas trop, non. C'est d'ailleurs là le paradoxe assez rigolo de la naissance du blockbuster moderne. Spielberg était issu d'une génération de réalisateurs appelée le Nouvel Hollywood, qui rejetait le mode traditionnel de production. À l'aube des années 70, cette bande de surdoués, qui comptait aussi parmi ses rangs Martin Scorsese, Brian De Palma ou encore Francis Coppola, voulait imposer des œuvres novatrices qui, souvent, rapportaient gros avec des budgets assez modestes. Un peu comme mes vacances en Thaïlande. Or, le succès commercial dantesque des Dents de la Mer en 75, suivi par celui de Star Wars 2 ans plus tard, mit involontairement fin à ses idéaux louables en donnant un nouvel élan à la course au gros budget. Spielberg et Lucas, vous êtes de gros trolls. D'autre part, le phénomène retentissant des Dents de la Mer a permis aux blockbusters de s'ouvrir de plus en plus au cinéma de genre. Et comme explication à cela, on peut évoquer le mélange des influences assez inédit qui se trouvait aux origines du film. Si la génération du Nouvel Hollywood était très versée dans les innovations cinématographiques de l'époque, notamment celles apportées par la nouvelle vague française, certains réalisateurs, comme Spielberg et George Lucas, puisaient également dans d'autres médiums entre guillemets moins sérieux, comme les comic books ou encore les récits pulp, dont les publics, jusque-là, étaient plutôt perçus comme ça. Le carton populaire des Dents de la Mer, couplé à la légitimité grandissante des réalisateurs du Nouvel Hollywood, a donc permis de décloisonner certaines frontières et de commencer à populariser, auprès du grand public, une vision plus décomplexée des genres cinématographiques jusqu'alors considérés comme bis. Et ce n'est pas sans raison que des années 70 à aujourd'hui, l'action-aventure et la science-fiction ont été les deux domaines dans lesquels les grosses productions ont le plus puisé. Enfin, avec les Dents de la Mer, le blockbuster commençait à instaurer ce qui deviendrait une tradition pour l'industrie du cinéma, ainsi que le sujet de cette présente chronique. La saison des blockbusters de l'été. Cette transition était si fluide. Oh,
À partir de la moitié des années 70, l'industrie du cinéma a commencé à se calquer de plus en plus sur les rythmes de vie en proposant des types spécifiques d'œuvres selon les périodes de l'année et l'état d'esprit supposé des spectateurs. Et lorsque viennent les premières chaleurs et que recommencent à pulluler ces putains de flip-flops, on a bien entendu une envie automatique de pyrotechnie décérébrée sur grand écran en se caressant l'entrejambe avec une grappe de glaçons. C'est normal. C'est normal. Non ? Les blockbusters de l'été, on les perçoit souvent comme une sorte de tradition immuable. Et la saison estivale étant la plus riche de l'année en grosses productions de toutes sortes, elle constitue un très bon moyen de prendre la température de l'industrie hollywoodienne du divertissement. Petite précision d'ailleurs. Pour les studios, la saison des blockbusters d'été commence généralement en mai, ce qui correspond historiquement au mois de sortie du premier Star Wars en 1977. Mais jetons plutôt un œil aux blockbusters de l'été 2013. Force est de constater que des énormes productions fédératrices qui créent l'événement, eh bien il n'y en a pas tant que ça finalement. On peut identifier quelques gros films qui possèdent un budget conséquent sans être astronomique, comme Wolverine, Oblivion, Elysium, The Great Gatsby, ou encore Fast and Furious 6, dont le budget de 160 millions de dollars est tout de même à la frontière de la catégorie supérieure. Et à côté de ça, on peut identifier un petit nombre d'énormes productions au coût absolument gigantesque, comme Pacific Rim, Star Trek Into Darkness, World War Z, Man of Steel, mais surtout, The Lone Ranger, qui possède un budget hallucinant de 250 millions de dollars. Et vu le bid qu'il s'est tapé, le studio a dû bien le sentir passer. Ces quelques énormes productions, on les appelle des tentpoles. Alors, qu'est-ce qu'un tentpole ? Signifiant piqué de tente ou mât de tente, le tentpole désigne, dans le contexte cinématographique, les énormes films qui sont conçus comme des béliers économiques. Un tentpole sera le champion d'un studio, celui qui pourra lui assurer un hold-up de folie au box-office, ou un énorme flop qui lui fera beaucoup de mal. En fait, les tentpoles illustrent une tendance assez alarmante à Hollywood. Depuis les années 80, le coût moyen des blockbusters a connu une augmentation constante, augmentation à laquelle s'ajoute le budget des campagnes marketing, qui est devenu au moins aussi énorme que le coût des films eux-mêmes. Lorsque l'on considère par exemple la liste des 10 films les plus chers de l'histoire du cinéma, il s'avère que tous sont ultérieurs à 2006. Les films coûtent de plus en plus cher, ma bonne dame, il y a plus de saison. Oui, c'est vrai, la nuit, tous les chats sont gris. Bon, bien entendu, la valeur de l'argent varie d'une période à l'autre, et il s'agit là d'une liste qui n'intègre pas le phénomène d'inflation. Mais même lorsque le phénomène en question est pris en compte, la grande majorité des films qui trustent le classement restent très récents. Je me souviens encore d'une période pas si lointaine où le budget de Titanic était considéré comme tellement énorme qu'il entrait dans le Guinness Book des records. Je suis vieux. Le problème, c'est que cette évolution a eu lieu sans que les revenus que les films engrangent augmentent de manière suffisante. Résultat, les studios ont développé un système de moins en moins viable. En investissant de plus en plus d'argent dans un nombre limité de blockbusters et de têtes d'affiche, ils se mettent en effet dans des situations financières risquées qui les fragilisent de plus en plus. En conséquence, les moyennes productions se trouvent de plus en plus économiquement pénalisées et seuls survivent les tout petits budgets. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui le système des studios semble arriver à une impasse, bloqué dans un grand écart instable entre des budgets monstrueux et des productions confidentielles. Dès lors, la question s'impose. Est-ce que nous nous trouvons, comme à la fin des années 60, face à un mouvement imminent de ras-le-bol et de refus des modes de production dominants ? L'industrie du cinéma est une entité beaucoup plus énorme et calibrée qu'à l'époque, donc beaucoup plus difficile à faire bouger, c'est sûr. Mais d'une manière ou d'une autre, il va lui falloir s'adapter et aérer son mode de fonctionnement avant d'aligner échec sur échec. Quant à savoir comment ça se traduira, le suspense reste entier. En attendant, c'est bien de se détendre, mais c'est aussi bien d'être un spectateur responsable. Entre deux shots de limonade glacée, n'hésitez donc pas à soutenir les moyennes productions. Pas vrai, Jean ? Je m'ai brûlé. Tu nous prépares quoi, Jean ? Prépare. Tu nous prépares quoi, Jean ? Talentueux enfoiré. Dans mes bras. Oh, Oh. oh. J'arrive pas à faire ce haut, putain. Oh, 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 oh. Dans mes bras. Oh. Mais quel talentueux enfoiré. Dans mes bras. Oh. Putain. Un peu de rafraîchissement. Mon Dieu. Ah, tu nous prépares quoi, Jean ? Un bon barbecue. Hey, tu nous prépares quoi, Jean ? Des Pacific Ribs, une sauce fat and furious et une salade de Wolverine.